Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 15 trucs qui ont énormément de chances de tomber pour l'épreuve de culture économique, juridique et managériale. Vraiment, ces 15 choses-là, c'est la base de la base dans cette matière-là. C'est des trucs, si vous ne les savez pas, vous allez être en difficulté le jour de l'épreuve. Donc on commence tout de suite avec la première chose à savoir, ça va être capable de faire un taux d'évolution. Le taux d'évolution, vous apprenez la formule, c'est tout bête, c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par la valeur de départ fois 100, tout simplement. Imaginons que vous ayez un tableau qui vous donne, je ne sais pas, le nombre de chômeurs par exemple, enfin en évolution. Donc par exemple, vous avez, je dis n'importe quoi, hein, vous avez 100 000 chômeurs en 2004 et vous avez en 2019, vous avez 250 000 chômeurs. Comment vous faites pour savoir le pourcentage d'évolution entre toutes ces années? Vous faites la valeur d'arrivée, donc c'est-à-dire 250 000 chômeurs, moins la valeur de départ, donc 100 000 chômeurs, divisé par la valeur de départ, 100 000. Vous faites ce calcul, vous faites x100, et vous allez trouver votre pourcentage, tout simplement. Ensuite, on va parler du PIB, du produit intérieur brut. Énormément de personnes savent dire les avantages du PIB, donc notamment que ça permet de mesurer le niveau de vie. Mais si je vous demande les inconvénients du PIB, est-ce que vous êtes capable de me répondre? Je pense qu'il y en a beaucoup moins. Et c'est pour ça que vous devez retenir au moins deux désavantages du PIB. Le premier, c'est que le PIB, il est que quantitatif, il ne permet pas de mesurer le bien-être. Et deuxième inconvénient, le PIB, il ne prend pas en compte les externalités, qu'elles soient positives ou négatives. Maintenant, on va parler de la politique de redistribution. Il y a deux choses à savoir. Première chose, en fait, il y a deux logiques. La première logique va être la logique d'assurance. Alors ça, c'est la redistribution des hauts revenus vers les bas revenus. Autrement dit, avec les impôts, donc les riches, les personnes aisées ont plus d'impôts que les personnes qui ont moins d'argent. Ça, c'est logique, ça s'appelle la redistribution horizontale, du bas vers le haut. Et ensuite, il va y avoir la logique d'assurance. Alors la logique d'assurance, c'est pour prévenir tout ce qui est maladie, décès, chômage. Et ça s'appelle la redistribution verticale. Quatrième point, ça va être la modalité de financement. Alors ça, le schéma qui s'affiche là, il faut que vous le sachiez par cœur. Vous savez ce schéma, mais vous savez déjà un quart quasiment du programme des 2 années de BTS. Tout simplement, quand vous voulez financer une activité économique, vous avez déjà deux grands choix. Vous avez l'autofinancement, très bien, donc l'entreprise se finance elle-même. Et ensuite, vous avez le financement externe. Et ensuite, dans le financement externe, vous avez encore plusieurs branches avec les marchés économiques, avec les acteurs bancaires, donc c'est-à-dire les banques, etc. Dans le marché économique, vous avez les deux secteurs de la bourse. Enfin voilà, ce schéma-là, il faut que vous l'appreniez par cœur, par cœur. Une fois que vous l'avez appris par cœur, vous êtes tranquille pour de bon. Cinquième chose, vous allez devoir faire la différence entre action et obligation. C'est une confusion qui est très très souvent faite. Donc qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Tout simplement, imaginez que vous achetiez une action. Vous achetez une action, eh bien vous allez avoir un titre de propriété. Vous allez avoir une part de l'entreprise dans laquelle vous avez pris l'action. Vous allez percevoir des dividendes, donc c'est-à-dire un pourcentage compte tenu de l'action, de la valeur de l'action. Et ce pourcentage, en général, il est assez élevé parce que le niveau de risque est lui aussi assez élevé. À noter que les actions, elles sont émises par les entreprises. Maintenant, une obligation. Si vous achetez une obligation, vous n'avez pas un titre de propriété, mais vous avez un titre de créance. Ça veut dire, imaginez que les obligations, elles sont émises 99% du temps par l'État. Donc imaginez que vous achetiez une obligation à l'État, c'est-à-dire que l'État vous doit de l'argent. Donc vous avez un titre de créance. Là, vous allez percevoir des intérêts, et ces intérêts-là, ils vont être moins élevés qu'une action, tout simplement parce que le risque est beaucoup plus faible. Maintenant, au niveau des politiques économiques, tout bêtement, il y a deux types de politiques. Il y a une politique de relance et une politique de rigueur. Alors qu'est-ce que c'est une politique de relance? Très simplement, une politique de relance, c'est pour relancer l'activité économique, on va baisser les impôts et augmenter les dépenses. Et dans une politique de rigueur, ou alors d'austérité aussi on peut appeler, ça va être l'inverse. De rigueur, on va chercher à économiser, c'est-à-dire qu'on va augmenter les impôts pour que l'État gagne plus d'argent, et on va limiter les dépenses. Maintenant, on va passer au droit avec les deux logiques de prévention et de précaution. Là aussi, la confusion est souvent faite. Donc qu'est-ce que c'est la logique de précaution? Tout simplement, c'est lorsque le risque est connu. Lorsque le risque est connu, on applique la logique de prévention. Par exemple, dans les usines, où on sait que le travail peut être dangereux avec les machines, etc.,
on va appliquer le principe de prévention. Maintenant, le principe de précaution, qu'est-ce que ça va être? Ça, c'est quand le risque n'est pas connu, eh bien, on va prendre toutes les précautions nécessaires pour pas qu'il ne se produise. Exemple, lorsque vous allez créer un nouveau produit alimentaire, eh bien, vous allez injecter un produit qu'on ne connaît pas du tout. Le principe de précaution veut qu'on fasse énormément de tests avant de voir si on peut le commercialiser ou non, pour voir justement si c'est pas un produit dangereux pour la santé. Ça, c'est le principe de précaution. Huitième chose, toujours dans le droit, ça va être les quatre types de dommages. Premier type de dommage, il y a le dommage corporel, par exemple un décès. Deuxième type de dommage, c'est le dommage matériel. Donc là, on va casser quelque chose. Si vous cassez une voiture, par exemple, c'est un dommage matériel. Ensuite, il y a le dommage moral. Par exemple, je sais pas moi, atteinte à la vie privée, voilà. Et ensuite, quatrième dommage, ça va être le dommage écologique. Tempête, catastrophe naturelle, enfin voilà, tout ça. Neuvième chose à savoir, on passe au management, et là, ça va être la définition de l'entrepreneur selon Schumpeter. Là, il y a trois termes à ressortir absolument. Vous pouvez modifier un petit peu la définition si vous voulez, tant que vous sortez ces trois termes. Alors, un entrepreneur, qu'est-ce que c'est? Ça va être quelqu'un qui prend des risques pour innover, tout ça en profitant d'une opportunité sur le marché. Si vous avez ces trois termes, vous avez tous les points. Toujours dans le management, vous avez trois types de décisions. Vous avez les décisions stratégiques, donc ça c'est des décisions sur le long terme qui sont irréversibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Par exemple, si on décide de créer une nouvelle filiale à l'étranger, on ne peut pas revenir en arrière, ça coûte vraiment beaucoup trop cher. Vous avez les décisions tactiques, donc ça ce sont des décisions sur le moyen terme. Et enfin, vous avez des décisions opérationnelles. Les décisions opérationnelles, c'est à court terme et elles sont facilement réversibles. Vous pouvez très bien revenir en arrière. Onzième chose à savoir, ce sont les styles de direction. Le style autoritaire, le style paternaliste, consultatif et enfin participatif. Douzième chose, ça va être de construire un SWOT. Je vous le mets juste ici, donc c'est force, faiblesse, menace, opportunité, ça faut que vous sachiez par cœur. Il faut que vous soyez capable d'en faire un par cœur en très peu de temps. Et pareil, je vais pas revenir sur Pestel aussi, mais je pense que vous le connaissez déjà. Pestel, c'est à savoir par cœur. Ça, il y a d'énormément de chances que ça tombe le jour J. Donc SWOT, Pestel, par cœur, par cœur, par cœur. Ensuite, vous avez les quatre types de structures organisationnelles. Vous savez, tout ce qui tourne autour des chapitres avec Mintzberg. Premier type de structure, ça va être la structure simple. En général, c'est pour les TPE. Vous avez ensuite la structure fonctionnelle. Ça, c'est pour les entreprises spécialisées. Vous avez en troisième la structure divisionnelle. Là, c'est pour en général les grosses multinationales. Et enfin, vous avez la structure matricielle. Ça, c'est pour les entreprises géantes qui détiennent en fait plein d'entreprises de par le monde. Quatorzième chose à savoir dans les ressources humaines, ça va être la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Pour ça, très simple, vous avez un schéma juste là. Vous prenez vos ressources humaines actuelles ou que vous pensez que vous allez avoir. Vous prenez vos besoins en ressources humaines. Hop, vous analysez les écarts entre les deux. Et de là, eh bien, vous établissez un plan d'action. Est-ce qu'il faut recruter plus de monde? Est-ce qu'il faut licencier des personnes? Est-ce qu'il faut faire des promotions internes? Enfin voilà, vous élaborez votre propre plan, ça c'est la GPEC. Et enfin, dernière chose, ça va être l'organisation de la production. Là, il y a deux moyens de le faire. Il va y avoir un flux poussé, donc selon l'inspiration de Tyler, donc c'est-à-dire que on va avoir énormément de stock. C'est ce qu'on appelle la production par l'amont, donc par les fournisseurs. Par exemple, on va prendre toutes les entreprises dans la grande distribution, du style Carrefour, Auchan, etc. Eux, clairement, c'est une production par l'amont, c'est-à-dire qu'ils dépendent des fournisseurs et ils vont avoir de gros stocks. Et enfin, vous allez avoir une deuxième catégorie, un deuxième type, qui va être la production à flux tendu. La production à flux tendu, elle s'inspire de Okno, et là, justement, vous n'allez pas avoir de stock, mais vous allez dépendre tout simplement des clients. Donc, c'est ce qu'on appelle la production par l'aval. Par exemple, vous allez prendre toutes les entreprises de luxe du style, je sais pas, Audi par exemple, où là, Audi va pas avoir des stocks de voitures. Quand vous allez chez Audi pour acheter une voiture, elle est faite sur demande, elle est faite sur mesure, etc. Ils vont pas vous sortir, ils n'ont pas des milliers de voitures dans leur garage, pas du tout. Elle est faite vraiment sur demande des clients. Voilà les 15 choses essentielles à savoir pour que vous réussissiez votre épreuve de culture économique, juridique et managériale. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, ce que je vous invite à faire tout simplement, c'est rentrer votre adresse mail juste en dessous dans la description et vous allez recevoir une série de vidéos offertes où voilà, je vous explique absolument tout de comment réussir votre BTS. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao ciao.